Juste pour vous signaler que le film a eu un prix à Venise, au Festival de Venise. C'était le prix de la section Sconfini du critique italien. Donc il a été primé à Venise. I just saying you won the award in Venice. Yeah. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour commencer? Oui, voilà, monsieur ici. Bonjour. Est-ce que votre volonté était au départ, sur ce film, de faire un état des lieux sur la situation aux États-Unis en prenant à travers ce personnage, et notamment le jugement de la fin, les avis un petit peu de tous, et en même temps, comme le dit le personnage dans le film, ça rebondit aussi sur le monde, puisque ça pose la question de l'ordre, de la police aujourd'hui, quel est son rôle et quelles sont ses limites, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit chez nous, par exemple avec les Gilets jaunes. Okay. So just a question, just for you to talk a bit more about the observation, what you were trying to say with the film, particularly in regard to all of the people and the conversations they're having in that scene as we're getting toward the trial at the end. And if you could say a word about police, the role of the police, not just in the States, but here in France, there have been a lot of protest movements with something called the Yellow Vest protests, and there's been some concern about police brutality in regard to that. So just what you were trying to say about the police with the film as well. Well, thank you for the question, and bonjour. I'm very happy to be here in Deauville with you all. So thank you for being here, and thank you for giving us your time. There's a very serious thing happening in America where our citizens of African descent in many ways are under attack by law enforcement as a device to keep order. The problem is that there is a disconnect historically between law enforcement as it began during slavery. The patrol, the overseers, have become the officers. And now, as we are in 2019, approaching 2020, the same disconnect exists. So when there's police violence in America, you have on one side those who have been adversely affected, and their feelings are, why are we being killed? We need justice for those who have been killed. But law enforcement, because of the disconnect, because of the legacy and trauma of the oppression that has happened in our country, they feel that they are doing their jobs, even though citizens are being hurt in the streets, and their job is to protect and serve. So there's a huge disconnect with respect to the role we play as citizens in America and law enforcement in the role they play as those who are protectors of peace. So what I wanted to say with the film was the only way for us to get past this massive divide between these two groups is through conversation, through human engagement, through a real confrontation and understanding of perspective. Very rarely will you see a film where you hear from the side of the oppressed and the side of the oppressor. But I think that is the first step toward rebuilding the relationship and addressing the trauma so we can heal from that trauma, really reconciliation. So with this film, I want to put them both in the same room. My goal with this film is simple. I just want to save lives. That's it. If this film, between now and eternity, makes one police officer hesitate because he feels this life could be saved, then it will be the most important thing I've ever done. So that was my goal. My goal was very simple: to humanize people on both sides, to address the divide in a way where no one could leave, and out of it have a conversation that promotes healing and reconciliation. Now, to your second question about law enforcement, I think it's important to recognize that globally we are dealing with issues of implicit bias, where because of what our fears, our divisions, the encroachment upon our comfort, we find ourselves in situations where we are ostracizing human beings and not recognizing their human dignity because of the political climate, because of things that we think we know about these people who are not like us. And I'm speaking about immigration. I'm speaking about all of these things. I'm not trying to create all the solutions, but what I am trying to do is bring us all to the table globally. Because my problem in America, our problem in America, is your problem in France. Your problem in France is our problem in America. We have to think outside of the box to deal with this issue, or we won't improve, and then we will hand down to our children
and our children's children problems that have festered and gotten worse. Voilà, donc je vais. That's okay, I'll try to do. Je vais être succinct. Donc voilà, déjà il nous dit, Nate, il est tellement heureux d'être ici avec nous. Il dit, ce qui se passe aux États-Unis actuellement est un problème très très grave où les policiers, en fait, ils s'en servent de leur pouvoir et de violence pour garder l'ordre aux États-Unis. Et pour lui, c'est tout l'héritage de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. À l'époque, quand il y avait les esclaves, il y avait des personnes qui géraient les esclaves. Et encore dans la conscience des Blancs aux États-Unis et des Noirs, il y a encore cette idée de nous, on doit contrôler les Noirs, et c'est ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Noirs qui sont tués aux États-Unis. Donc Nate, il nous dit, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de faire un film où on peut... La seule façon de trouver une solution à ces deux côtés, c'est de vraiment avoir une conversation et de voir la perspective des uns et des autres. Parce que c'est rare dans un film d'entendre les deux côtés. D'habitude, on entend que les côtés opprimés ou que le côté des policiers, par exemple. Et lui, ce qu'il voulait faire, la première étape pour lui, pour aller plus loin que cette drame, c'est de justement mettre tout le monde dans la même pièce et qu'on écoute chacun son avis et pourquoi ils sont là. Et il dit, si avec ce film, il y a au moins un policier dans le monde, en fait aux États-Unis, qui a un petit moment d'hésitation à ne pas tirer sur un jeune homme black, pour lui, ça sera la chose la plus importante qu'il a pu faire en tant que cinéaste. Donc, il veut vraiment que les êtres humains restent les êtres humains. Et puis ensuite, pour revenir sur la question sur la police, il dit, en fait, le gros problème, c'est partout dans le monde pareil, c'est que nous, on a notre héritage de ce qu'on pense déjà, ce qu'on nous dit, ce qu'il faut penser de l'autre. Et de là, ça vient de la peur. Et il dit, encore une fois, le problème en France est le même problème qu'aux États-Unis. Et il faut vraiment, et ça peut être l'immigration ou autre, mais le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on discute avec les uns et les autres, sinon on ne va jamais avancer. Ah, voilà ici. Pardon. Oui, allez, Tarek. Votre question sur les gilets jaunes, j'y ai pas pensé, mais elle est bien posée. C'est vrai que ce sont tous des citoyens, les policiers, les gendarmes, les CRS et les gilets jaunes. Il y a eu dans la société française un grand débat. Ils ont raison, ils n'ont pas raison, il n'y a pas assez de force. Moi, ce film m'a intéressé. Il y a quelques semaines, un article est sorti aux États-Unis, au Los Angeles Times, assez effrayant sur les statistiques, absolument, purement statistiques. Un jeune noir sur 1000 va mourir d'arme à feu de la police, comparé à 4 jeunes blancs sur 1000. C'est-à-dire qu'un stade de football de 50 000 personnes, il va y avoir 50 jeunes hommes qui vont être tués par les policiers. Ça, ce sont des faits. Ce n'est pas une interprétation. Quand j'ai vu cela avec Nate, il y a d'abord aux États-Unis un vrai problème d'armes à feu, nous le savons. Évidemment, c'est la Constitution, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais les policiers, et dans le film vous l'avez vu, pour ceux d'entre vous qui l'avaient vu, ils sont formatés. Dès qu'ils sortent leur pistolet de leur ceinture, ils doivent tirer. Et c'est tout le problème. Et ce film aussi, c'est le genre de film des années 70 ou des années 60, 12 hommes en colère, tous les films de Sidney Lumet ou d'autres qui à la fois divertissent, mais nous enseignent, nous éduquent, nous rendent intelligents sur les problèmes de la société. Ce cinéma nous manque. Hein. Spike Lee, d'ailleurs. Spike Lee, grâce à Nate, a vu le film. Il était absolument bouleversé. Il a dit que toute sa vie, c'était pour combattre que ce film représente le mieux de ce que... Et il a demandé de mettre son nom sur le film. Quel honneur pour nous d'avoir Spike Lee qui présente le film et qui va soutenir les films. Il était avec nous à Venise et on a gagné meilleur film à Venise. Inattendu, évidemment, puisqu'on n'était pas allé là-bas. Donc, votre question, elle est valable de partout. Le problème de l'immigration en Europe. Une Europe qui va vers la droite. Une Europe qui refuse l'autre. L'autre, moi je suis d'origine tunisienne. J'ai eu la chance de rencontrer des grands metteurs en scène qui m'ont... Vous savez, Tarak, Ben Machin, c'était pas très sexy dans le cinéma, hein, dans le début des années 70. Mais c'est Rossellini, c'est Zeffirelli, c'est Jean-Jacques Hano, c'est tous les grands metteurs en scène qui n'avaient pas le problème de d'où viens-tu, mais est-ce que tu parles la même langue du cinéma. Spielberg, Lucas, avec qui j'ai travaillé, ce metteur en scène, je l'ai contacté après avoir vu
Birth of a Nation, qui est un chef-d'œuvre absolu, de la première révolte vraie, violente, noire, qui a été évidemment... Et je lui ai dit, écoute, tu es un grand réalisateur, j'aimerais travailler avec toi. Et c'est comme ça que ce film est né. Ok, une autre question? Oui. Your movie is very powerful, and I think it is also very good because it doesn't point the finger at bad guys, but at the system. There's this, the policemen are giving tools, racial profiling is their tool. But there's another thing that is in the movie, but maybe not so conscious, there's a very... In America, even if you're white, you're confronted with police, they are very aggressive. It's more, I'm not saying there's not in Europe, but it's a different approach. They're aggressive from the first time. And I always think then, if it's happened to me, how would it be if you're black and you have to do that every time, every day? So I probably think you wanted to get that in the movie. And do you have a more precise question? Yeah, whether that was the something you wanted to stress also, that is not only it's also the culture of, like the producer said, of when you get out the gun, it's also linked with the gun culture and having solve your problems with aggression, with violence. I understand. Voilà, la question c'est un peu aux États-Unis, bien sûr, on a une grande culture des armes, et la question un peu en quelque sorte, c'est est-ce que aussi l'agression des polices vient de cette culture des armes en quelque sorte? Yeah, so it's interesting because the job in the course description, the job description of law enforcement officer is to protect and serve. Yet, when they're trained to eliminate threats, not to de-escalate a threat, but to eliminate it. And what I wanted to show is protocol and training, because I think in showing training that is problematic, and showing protocols that are problematic, then we can get to humanizing quicker, because we realize these aren't just bad people wanting to wake up and kill citizens, because I do not think that the majority of law enforcement officials wake up and do that. However, they're programmed to do something very specific. And if your job is to find threats and eliminate them, but people of African descent or brown people you believe are more predisposed to crime, then you will inevitably have the prison industrial complex, which is another issue that needs to be addressed with respect to how many black people came to America 400 years ago last month to Port Comfort in Jamestown, and now 400 years later, you look at Angola prison, and in a country where we make up 12% of the population, where 75% of those incarcerated. These are problems. And to be honest, we need your help. These are global issues. These are human rights issues. So when you talk about the aggression, it's the same type of aggression someone uses in war to eliminate a threat. So that element of the film was simply to show in real time on a body camera that this is how quickly it can escalate and how quickly a life can be taken. And these aren't just my feelings. I interviewed dozens of police officers of all colors, of all ages. And what I found was a consistency in their approach to the work. And that is why you find people being killed by law enforcement, not just white, but all of different colors. And I think that's something that can be made applicable to the relationship in other countries with law enforcement. What is the protocol? What is the training? If you can identify the training, then you can capture the data. If you can capture the data, you can change the behaviors. You can change the behaviors, you can save lives. And if a film can do that, then we win. I'm not a surgeon. There are people every day that do more important things than me. I'm just a filmmaker. But as Nina Simone said, the artist's job is to reflect the times. If I can reflect the times and something can shift, then maybe we don't have to deal with that type of aggression because there's a shift in the training. One of the things that we just did last week in New York is we screened the film for police trainers. And in that, and not for anyone but the trainers. So it wasn't a public forum. We had, something maybe like 30 police trainers that are responsible for training law enforcement in New York
came, watched the film, and then they sat and had a talk back on what they could use in the film to teach to their police officers. That's a win. That supersedes the arts and now translates into real life. Thank you. I hope I answered your question. OK. Voilà. Donc, Nate, tu nous rappelles qu'en fait, pour les policiers américains, en fait, ce qu'il dit dans la description, c'est qu'un policier, il doit protéger, il doit servir. Et pourtant, ils sont un peu entraînés pour éliminer une menace. Ça ne veut pas dire quand ils sont dans une situation de difficulté, il faut qu'ils déescalent, en fait, qu'ils réduisent la tension. Non, en fait, il faut qu'ils éliminent la menace. Donc, ce n'est pas que les flics sont des mauvaises personnes qui se réveillent le matin en disant « moi, je veux tuer quelqu'un aujourd'hui ». Ce n'est pas de tout ça. Ils sont programmés par leur boulot. Et puis, Nate, il nous rappelle que ça fait 400 ans qu'on a eu les premiers esclaves aux États-Unis ce mois-ci. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est aujourd'hui dans les prisons américaines, les Africains-Américains, ils représentent 12% de la population et encore, il y a 75% de la population dans les prisons qui sont des Noirs. Donc, il y a un vrai souci. C'est vraiment pour lui un problème de droits de l'homme. Et donc, il dit, ce qu'il voulait montrer, en fait, dans son film, c'est pour ça qu'il a toutes les images des body cam. On voit comment ça peut aller tellement vite. Et lui, il nous dit qu'il a parlé aux douzaines des policiers et des officiers de toutes couleurs, de tout âge. Et la chose qui est revenue encore et encore et encore, c'est que les policiers ont dit, c'est comme ça qu'on est entraîné, c'est ce qu'on nous apprend quand on devient policier. Donc, Nate, il dit, lui, son souhait, c'est de pouvoir changer la façon dont qu'on entraîne des policiers, ça sera très important. Et si son film peut faire ça, alors il a gagné. Il dit une citation de Nina Simone qui a dit « Le boulot d'un artiste, c'est d'être un reflet de nos jours actuels. » Donc lui, il essaie de faire ça. Et son film a été diffusé pour les personnes qui entraînent des policiers à New York. Donc ils ont montré le film aux 30 entraîneurs des flics. Et ils ont fait toute une journée où après ils ont discuté. Et les entraîneurs, ils ont essayé d'avoir une discussion, de voir ce qu'ils pouvaient prendre du film pour justement donner aux policiers à New York pour qu'ils puissent être entraînés d'une manière qui est plus gentille, en fait, pour là, manque d'un autre mot. Oui. Okay. Merci pour ce film vraiment qui nous a secoués. Et je voulais savoir si dans la conception du film, la scène donc, du procès à l'intérieur du commissariat était vraiment le point de départ du film et savoir comment il avait pu trouver la bonne balance entre les arguments des deux camps qui sont assez justes et assez qui s'équilibrent. Okay, he's asking about that scene, like the courtroom scene in the movie. Was that really the key, the first idea for you for this movie? And how did you find the balance in the arguments from the two sides? Good question. Thank you. Thank you. Merci. The first idea for the film came, and I'll try to be more brief. No, you're good. So you don't have to say 10 pages. That's okay. That's okay. That's okay. Okay, the first idea for the film came when I adopted my nephew from my sister. I was living in Los Angeles, he was living in Virginia, and he was having difficulty in the school that he was in. It was a very poor school, and obviously, in LA, I was in a good situation with my profession. So I asked my sister if I could take him, and I only have daughters. I have 5 daughters. And so I asked my wife if we could bring him into our home. She said yes. And I brought him into our home, and I was so happy that I finally had a son. But immediately, I realized the danger he was in. It was the same year that Michael Brown died at the hands of the law enforcement. I can go through a dozen that died over the next year. But immediately, I felt, now I've brought this person from a situation where now he's doing better economically, but now when he rides his bike to school, he's in danger every day. And he asked me, Uncle Nate, what do I do if I'm stopped by the police on my bike? And he's a tall, beautiful black man, darker than me, the nicest kid you've ever seen. And I said, well, if you get stopped by the police, call me. But then I stopped him and said, well, don't call me because don't reach for your phone, because you reach for your phone, they may think you're aggressive. So I said, okay, well, slow the bike down and slowly raise your hand, slowly. Make eye contact with him so he can see your humanity. He can see that you're not trying to hurt him. Say your name, where you go to school. And I realized very quickly that I was traumatizing him. And I was devastated. I said, here I am in this situation where I think I've attained a certain level of success, and my son isn't safe walking in the street. That was the first idea that I need to do something with my art that addresses this. I told my nephew, I don't have all the answers, but I'm going to create something. And that was the start of it.
Sidney Lumet is one of my favorite directors, and he has a film called Dog Day Afternoon, and he has a film called 12 Angry Men. And those two films, I felt, if I could somehow create an environment where people were forced into a room and couldn't leave, and the group that usually had the power had their power stripped from them, and the group that was usually oppressed had the power to force those who were usually in power to listen to them, then we'd have a conversation worth having. People with power don't always listen because they have the power not to. So it became a device. So that conversation, that trial, in the same way that 12 Angry Men was about a sprint toward justice, I wanted to create that environment where no one could leave, and they had to talk, and there would be some type of resolution for better or for worse. Voilà. Donc, Nate dit, en fait, l'idée au début est venue du fait qu'il a un neveu, en fait, qui est le fils de sa sœur, qui habitait dans l'État de Virginie. Nate, bien sûr, il habite à Los Angeles. Ce jeune homme, il était dans une école qui n'était pas top, assez pauvre. Donc, Nate a demandé à sa sœur s'il pourrait l'amener, il pourrait l'adopter. Il a déjà 5 filles, donc du coup, il a dit, je vais l'adopter, comme ça, je vais pouvoir l'aider dans sa scolarité à Los Angeles. Et tout ça s'est passé la même année qu'il y avait la mort de Michael Brown, qui a créé une grosse polémique aux États-Unis. Et au début, Nate dit il sentait bien parce qu'il avait pu donner un coup de main d'un point de vue économique à ce jeune homme qui est venu habiter chez eux dans leur vie de tous les jours. Mais il s'est rendu compte que ça allait être plus compliqué à Los Angeles vu la tension actuelle. Donc le jeune homme, le neveu, a dit à Nate, alors qu'est-ce que je fais, tonton, si je suis arrêté par les flics et quand je suis sur mon vélo? Qu'est-ce que je fais? Donc Nate a dit, bon, tu m'appelles. Et après, il a dit, oh non, tu ne peux pas m'appeler parce que si tu prends le téléphone, ils vont croire que peut-être tu cherches une arme. Donc il a dit, ok, non. Donc tu arrêtes le vélo, tu essaies de regarder bien dans les yeux les policiers pour qu'ils voient que tu es quelqu'un d'humain, pour l'humanité est en train d'être communiquée. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai parlé avec mon neveu, j'étais en train de la traumatiser. Et je me suis rendu compte que mon propre fils, même avec tout mon succès que j'ai dans ma vie et ma carrière et tout, lui, il n'était pas sauf là où on habitait. Et donc là, j'ai dit, il faut que je crée quelque chose pour provoquer ces conversations. Et Nate nous dit qu'il aime bien Sidney Lumet, des films comme 12 hommes en colère ou Dog Day Afternoon. Et il a dit, si moi, je pourrais créer un film où justement les gens ne pouvaient pas quitter la salle pour créer encore une fois cette discussion, ça sera une bonne chose. D'autant plus si je peux enlever le pouvoir de ceux qui sont un peu en pouvoir et ceux qui sont plus opprimés ont le pouvoir, ça pourrait vraiment tourner la discussion un peu comme ça. Parce que souvent, le problème, il nous dit, Nate, c'est les gens qui ont le pouvoir, ils n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'écouter. Et lui, il voulait vraiment créer un environnement où tout le monde s'écoutait mutuellement. Voilà, là-bas. Yeah, I'm very curious to, like, I remember I was living in LA and we had the Rodney King case and there was a curfew every night. And this immense global problem, which goes on for centuries, actually, and for decades now, how I ask myself still, I'm a Dutch guy from Holland, like I remember in the 70s we could step into a police car. We laughed at the police and they said, come on, please get out of the car. Now they hit you with a stick too. But how is it possible that in a country like the United States of America, for me it seems that nationally the country stays in a state of denial, government-wise. Please tell me more about this. Voilà, donc juste vite fait, la question était comment ça se fait qu'aux États-Unis, le gouvernement nie toujours cette évidence des problèmes entre les races aux États-Unis et avec les policiers. Nate. Yes, it's a wonderful question, and it's something that I struggle with every day as a black man in America. If you look at it from the standpoint of psychology and trauma, then you ask yourself, well, what needs to be done for someone who has been traumatized to move forward in their life and to progress in their life? One is truth, right? Confrontation. Without truth, there can be no healing. And if we don't heal, then the wound just gets worse and worse and worse until we hit a breaking point. And I don't know what the breaking point is. I don't know what it's going to be. I just know if the next 50 years is like the last 50 years, we will only exist under legal control.
So my hope at the end of the film, which to me I was hoping would be the most important moment, is when he puts the disc, he puts the truth inside of an envelope and mails it out to the world. Right? We need the help of the Dutch. We need the help of the French. We need the help of the English. We need the help of whoever can agree that children dying in the street is not a good thing. Whoever can agree that there needs to be healing from the trauma that we've endured. Those are the people that we need to see the film and to have conversations within their circles. You all are the most powerful people in the world. I don't know if there's anyone more powerful than people that disseminate news to other people in the world, to the corners of the world. If we are having a problem with people's humanity being acknowledged in our country, then it's something that needs our attention, and it is urgent, and it needs to happen now. Ok. Voilà. Thank you. Donc, Nate, il dit c'est une vraie question qu'il réfléchit à ça tous les jours en tant qu'homme noir aux États-Unis. Et il dit, en fait, pour lui, la solution, c'est la vérité. En fait, si on n'a pas la vérité, si on ne reconnaît pas la vérité, on ne va jamais avancer, on ne va jamais se guérir. Et il dit, si on ne se guérit pas en tant que pays, les choses vont devenir de pire en pire jusqu'au moment où ça craque. Et je ne sais pas ce que ça pourrait représenter, un craquement, mais je sais que si les prochaines 50 ans, ils sont comme les 50 ans qu'on vient de voir, on va vraiment vers un contrôle policier entier en tant qu'État aux États-Unis. Donc, pour lui, il dit, le moment le plus important dans le film, c'était quand le jeune il met le disque dans l'enveloppe et il l'envoie dans le monde. Parce qu'il dit on a besoin de l'aide des Hollandais, des Anglais. Et si on peut tous se mettre d'accord que ce n'est pas une bonne chose que les enfants sont en train de mourir dans les rues, qu'on est tous être d'accord qu'il faut qu'on se guérisse, qu'on va vers l'avenir ensemble. Il faut vraiment que vous nous aidez. Il dit que je trouve que les journalistes sont les êtres presque le plus importants au monde parce que c'est vous qui pouvez communiquer l'histoire et pour essayer de trouver des solutions et aller vers l'humanité. Je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste une dernière question. Lisa Nesselton. Hello. I have been writing and broadcasting about film for 35 years. I saw your film this morning at 9, and I'm going to give you a review I don't think I've ever given before. I sat down, and I wear contact lenses, and I knew I had some kind of grit or something in there, and I really should get up and go to the ladies' room and take it out and clean it off, and I did not want to get up out of my seat because I was afraid I would miss something. So I've got a little bit of, not a scratched cornea, but it's a little irritated, and it's because of your work. I, of course, scanned. I scanned my colleagues' reviews because I knew I was going to have the opportunity to judge for myself when I got here, and a lot of the reviews were extremely unconscionably nasty about you as a person and not looking at the film. I know you've not had some success in Venice, and I think your film's going to go over well here. Do you think that Europeans have slightly different eyeballs than the people in North America at the moment? Ah, voilà. Donc les questions étaient un peu sur comment, parce que Nate a quand même eu une sorte de polémique qu'il a suivi un peu depuis son dernier film en 2016. Et Lisa, en fait, sa question en quelque sorte, c'est est-ce que par rapport aux critiques qu'elle a vues par ses collègues qui étaient parfois assez méchants plutôt sur sa personne que sur le film, est-ce qu'il trouve qu'en Europe, on est peut-être, on pardonne plus, entre guillemets, que nos yeux sont différents, que comment on peut percevoir les réalisateurs aux États-Unis? Thank you. My only job as an artist is to reflect. Sometimes that reflection isn't an image that people want to see. But I'm an artist. I try to stay away I'm not here to make a headline.
I have 5 daughters, and if I'm really blessed, they will marry 5 great men or whatever, and they'll have children. Inevitably, they'll have boys, and they will look like me. If they are no more safe in their time than I am in this time, I failed as a human being, I failed as a father, and I failed as an artist. I don't want to get involved in anything that takes away from the urgency of that. With Birth of a Nation, I wanted to remind my daughters and my nephew and my cousins and everyone that looked like me what they should and should not tolerate from a country that has guaranteed them freedom. I don't know what I'll do next, but you can bet that whatever that with everything with everything in my soul, I'm going to use my art to address things that need attention, because it's not happening anymore as much as it should be. I don't care what they say about me, what they think about me. I don't care. I'm going to make art for our children's children. That's what I'm going to continue to do, and I hope that answers your question. I'm sorry. Thank you. Thank you, Nate. Donc, on va finir là-dessus. Nate nous dit, en fait, pour moi, mon travail en tant qu'artiste, c'est vraiment de réfléchir. Et parfois, effectivement, les gens, ils me voient peut-être d'une manière telle que eux, ils veulent me voir. Mais Nate, il nous dit, moi, je suis vraiment un artiste. Moi, j'essaie de rester un peu loin de tout ça. Moi, je suis pas là pour être les titres des JT. Moi, j'ai 5 filles et j'espère qu'avec un peu de chance, ils vont se marier avec 5 hommes ou peu importe, comme il dit. Mais il y a des fortes chances qu'ils vont voir des garçons qui me ressemblent. Et puis ces garçons sont pas plus saufs aux États-Unis que moi, dont moi je me sens pas sauf aujourd'hui. Alors moi j'ai échoué en tant qu'être humain, en tant que père et en tant qu'artiste. Moi, quand j'ai fait Birth of a Nation, je voulais absolument rappeler à mes filles, mais aussi mes neveux, mes cousins, ce qu'ils devraient ou devraient pas tolérer du gouvernement américain qui leur a donné la liberté. Ensuite, Nate dit, je ne sais pas du tout ce que je vais faire après cela, mais je sais au fond de mon âme que moi, je dois utiliser mon art pour adresser ces problèmes et je m'en fiche de ce qu'on dit de moi. Moi, je fais l'art pour mes enfants et pour les enfants de mes enfants pour qu'on essaie de rendre le monde un meilleur endroit. Il faut qu'on arrête là. Oh, yeah, go ahead, un commentaire. Vous comprenez quel bonheur pour un producteur de travailler avec un monsieur comme ça, d'abord. Et puis, pardon, pour répondre à votre question, c'est le producteur qui parle, hein, ce n'est pas le metteur en scène. Donc, je suis absolument convaincu que s'il n'était pas noir et que c'était un blanc qui avait fait ce même film, vous n'aurez pas les mêmes critiques. Et je suis convaincu parce que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène. Il y a encore un chapeau une lourdeur que les Noirs peuvent être des grands athlètes, vous avez vu la fin du film, des grands chanteurs, mais des grands metteurs en scène, ça dépend du film, s'il fait vraiment un film de fiction qui n'est pas vrai, Black Panther. Mais dès qu'on touche à la réalité de la civilisation américaine et qu'on essaye, ce que dans les années 70, certains réalisateurs ont fait, de donner des leçons à la société américaine pour les réveiller par leur émotion et accéder à leur cerveau. La beauté de ce film, c'est quel que soit le spectateur qui sort, il va se sentir un peu plus éduqué sur le problème. On n'a pas la réponse, mais à travers le cœur, on adresse la tête. C'est ça les grands films. Hein, c'est les films, après les budgets, les stars, tout ça, c'est du folklore. Ce qui compte, c'est l'émotion. Et là, vous avez en 90 minutes un problème qui se pose tous les jours. Et mon rôle de producteur, c'est également d'aider dans la société, de faire évoluer. Et c'est vrai que
La question sur les gilets jaunes, la question sur les policiers, la question sur la loi. Qui a raison, qui a tort? Ils ont tous raison, ils ont tous tort, mais sans de dialogue, il n'y a plus d'humanité. Et nous le vivons actuellement en Europe avec les régimes d'extrême droite, non? Avec nos émigrés, nos frères africains qui meurent pour venir en Europe. C'est effrayant. Qui n'a pas été bouleversé par ce jeune bébé sur la plage en Turquie qui est mort parce que son père s'est noyé? Donc, on n'a pas de leçon à donner aux Américains, loin d'entre nous, ou à nous, mais ensemble, à travers les cinéastes, les écrivains. Et dans son cas, lui, il a plein de choses à faire, et on les fera ensemble, évidemment, parce que ce film est bouleversant et sublime, et on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Bonne journée. Thank you very much.